est très très satisfait effectivement sur les positions françaises et Union européenne. On a quasiment fait un carton plein, ce qui est historique pour nous. C'est-à-dire un carton plein? C'est-à-dire que toutes les positions qu'on défendait en faveur de préservation de la nature, de la biodiversité et de régulation du commerce pour éviter que le commerce ne soit une menace qui soit la cause principale d'extinction des espèces ont été adoptées. La secrétaire générale de la CITES parle de la reconnaissance de l'urgence. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans la mesure où on va toujours vers plus de régulation et plus de protection, il est évident que c'est une reconnaissance de la menace. C'est évident. Concrètement, aujourd'hui, combien d'espèces compte la planète et combien sont menacées d'extinction? Alors, combien d'espèces compte la planète, c'est très très difficile à dire. C'est sur des modèles mathématiques qui ont été élaborés. Dans les scénarios les plus expansifs, on est vers 22 millions d'espèces. Après, dire combien sont menacées, c'est aussi très difficile à dire parce qu'on n'a pas la capacité de tout évaluer, on n'a pas la capacité non plus. Beaucoup d'espèces, on ne les connaîtra jamais parce qu'elles auront disparu avant qu'on les découvre. Finalement, c'est très difficile d'avoir, pour toutes les espèces, un état de travail de base et savoir quelle est la tendance. Après, on sait qu'effectivement, les milieux naturels se dégradent, ils disparaissent aussi sous la pression humaine, beaucoup de surexploitation. Globalement, le bilan n'est pas bon. Mais alors, on ne sait pas exactement, mais toujours est-il que la liste des espèces animales, mais aussi végétales à protéger s'est allongée. Comment, on sait, la girafe, par exemple, figure dans la liste pour la première fois. Comment se fait le choix? Par exemple, pourquoi la girafe maintenant et pas avant? Elle se fait sur la base des travaux scientifiques. Quand on a des travaux scientifiques qui montrent que, donc, dans le cadre de cette convention-là, le commerce est identifié comme une menace vraiment significative pour l'espèce, alors on peut proposer l'espèce à la CITES. Maintenant, la CITES a quand même un gros défaut, c'est que les décisions sont prises lors de ces conférences, et ces conférences arrivent tous les 3 ans. Donc on a un pas d'action qui est tous les 3 ans. Et ça, on sait que 3 ans, pour certaines espèces, c'est dramatique. Et on a notamment discuté d'une espèce qui est un petit dauphin qui vit dans le golfe du Mexique. Selon les évaluations, il en existe entre 17 et 38 spécimens. Très peu. Lui, si on ne fait vraiment rien là, on sait qu'à la prochaine conférence, dans 3 ans, il n'y en aura plus. Et il y a parfois aussi les choix que vous faites peuvent susciter la colère. La fin de ce sommet a été plutôt houleuse avec le Zimbabwe et notamment le maintien de l'interdiction du commerce de l'ivoire et l'interdiction faite de commercer, de vendre des éléphants sauvages à des zoos, à des parcs de loisirs. Est-ce que vous comprenez la colère du Zimbabwe? Alors, globalement, la colère du Zimbabwe, c'est l'illustration du désaccord et de la fracture qu'il y a en Afrique entre les pays du Nord et de l'Ouest et les pays de l'Afrique australe, où en Afrique australe, ils ont fait d'énormes efforts de conservation, ils ont aussi monté tout un système de ranch privés, et donc du coup, ils ont une nature, des grandes espèces qui se portent plutôt bien, mais dans un contexte semi-sauvage. Alors qu'au Nord et à l'Ouest, il n'y a pas eu ces moyens-là et ça va moins bien. Donc du coup, ceux d'Afrique du Nord et de l'Ouest ont une tendance à vouloir protéger et à demander de l'aide pour la protection, alors que ceux d'Afrique australe ont tendance à dire « reconnaissez notre travail et donnez-nous un peu de lest ». Et au final, l'arbitrage qui a été donné, c'est d'aller dans le sens des pays de l'Afrique du Nord et de l'Est. Et au final, donc les pays d'Afrique australe se sont sentis lésés. Et on voit quand même que la lutte pour la préservation de la biodiversité et ses conséquences économiques peut amener parfois au pouvoir des climato-sceptiques comme Jair Bolsonaro, avec les conséquences dramatiques qu'on peut voir en ce moment en Amazonie, ou Donald Trump, qui veut assouplir la loi sur justement la législation américaine sur les espèces en voie d'extinction. Est-ce que vous avez le pouvoir de convaincre ces États d'appliquer vos décisions ? Nous, non. En tant que scientifiques, et ça a été effectivement dit par Greta Thunberg, les politiques ne nous écoutent pas forcément. On a besoin de nos politiques pour porter le message aux politiques qui sont sceptiques sur ces questions. Comme Emmanuel Macron, par exemple, sa position, brièvement, sa position est à l'heure actuelle très proactive en termes d'environnement. Ça s'est vu dans cette conférence. On avait effectivement pour mission, pour mandat, de porter haut et fort le souhait de la France de s'inscrire dans une nature préservée. Et donc, on a agi en ce sens. C'est une convention dans laquelle il y a beaucoup de débats diplomatiques aussi. On a agi en ce sens. Maintenant, il est difficile de faire bouger les positions, et ça s'est vu notamment avec le Zimbabwe. Je remercie beaucoup Arnaud Aurelou d'avoir accepté notre invitation.